Donc, je m'appelle Fanny Valambois. Je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie d'un laboratoire d'idées qui s'appelle le Shift Project. J'ai décidé que j'allais pas du tout vous reparler du travail qu'on a fait avec le Shift Project parce que tout est facile à trouver en ligne. Ça fait plus de 2 ans qu'on a publié ça. Vous connaissez mieux que moi ces questions de mobilité maintenant. Les chiffres ont été donnés par les camarades avant. Donc, moi, je vais vous montrer quelques exemples. Merci beaucoup, Rudy. Quelques exemples que je trouve vraiment intéressants et qui n'ont pas été mentionnés encore et qui ne sont pas dans la présentation de la salle d'inspiration. Et puis, surtout, je vais vous donner mes questions. Je vais vous dire ce qui me tracasse, ce qui me travaille en ce moment, ce sur quoi je me dis tiens, mais là il y aurait un truc à jouer parce que j'espère bien en fait que vous allez bosser pour moi et qu'à la fin demain je vais repartir avec plein d'idées. Donc un tout petit mot, ça c'est des choses qu'on a entendues mais j'avais envie d'insister et d'enfoncer le clou. Quand vous avez envie d'essayer d'agir sur les comportements de mobilité, la première chose vraiment, et il faut le garder en tête, c'est la force de l'habitude. Ça a été mentionné tout à l'heure. Je vous invite à essayer de vous demander la dernière fois que pour un trajet, vous avez changé de mode de transport. En général, on a du mal à trouver des exemples. Et quand vous en aurez trouvé un, demandez-vous pourquoi vous avez changé. Et en général, vous avez changé parce que votre voiture était en panne, le train n'était pas là, la météo n'était pas comme d'habitude, etc. Il y a eu une force extérieure forte qui a motivé le changement de mobilité. Donc la force de l'habitude, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Ensuite, vous avez, donc tant que rien ne vient remettre en cause mon habitude, je vais garder mon habitude. Même si elle est moins intéressante, même si elle me coûte plus cher, même si elle est plus galère de se garer ou je sais pas quoi, c'est l'habitude qui va être mon premier driver de décision. Ensuite, évidemment, les modes qui sont disponibles ou non, ça a été évoqué tout à l'heure. S'il n'y a pas de train, s'il n'y a pas de bus, s'il n'y a pas de voiture, si je n'ai pas de voiture, etc., si je n'ai pas le permis, les modes sont disponibles ou non. Il y aura des contraintes. Est-ce qu'il y a un parking ou non ? Est-ce que je dois transporter du matériel ? Est-ce que je suis avec des enfants ? Est-ce que je suis de nuit ? Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité, etc. Quelles sont les contraintes auxquelles je fais face ? Et puis, évidemment, les incitations. On a évoqué des incitations financières aujourd'hui. Il y a plein d'autres incitations. J'essaierai de revenir un tout petit peu dessus tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les incitations économiques. Il y a aussi des incitations qui peuvent être symboliques, qui peuvent être des incitations de l'ordre du fun, d'avantages, de pots offerts, etc. Et j'essaierai de vous montrer aussi quelques exemples. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'un événement, c'est un moment qui est hors du temps, qui est choisi. Normalement, on est là, c'est pas comme les jours où on va au boulot. Et donc, c'est une bonne opportunité pour tester quelque chose que je ne ferai pas en temps normal. Donc, on peut aussi jouer un peu là-dessus en se disant, OK, c'est pas parce que vous venez une fois en vélo à un festival que vous êtes obligé pour la vie entière d'aller en vélo au bureau. Même si, bien sûr, ce qu'on espère, c'est ce qui va se passer derrière. Mais d'ailleurs, de même, ça, c'est un gros biais et c'est un gros frein. Quand on propose aux gens de changer de comportement, ils ont l'impression qu'on va leur demander de changer de ce comportement pour 100% de leur vie. Or, quelqu'un qui va tous les jours tout seul en bagnole au boulot, s'il passe à 1 jour de covoiturage ou de vélo par semaine, c'est déjà un gain, en fait. Et il n'y a pas de côté tout noir ou tout blanc. Donc ça, c'est un frein qui est important aussi psychologique. Je vous donne quelques exemples. Je suis en mode mitraillette, vous me dites si je vais trop vite, mais je vais aller au bout. Juste pour enfoncer le clou sur l'accueil des vélos, la sécurisation c'est important, mais pensez aussi aux gens qui vont arriver potentiellement en festival pour danser ou pour écouter de la musique ou pour regarder des spectacles avec leur casque, leur cape de pluie dégoulinante, leur sacoche, etc. Donc comment, et d'ailleurs ça c'est un point en faveur de la bagnole. La voiture sert aussi de lieu de stockage et de sécurisation de ma tente, de mon matériel, de mes affaires, etc. Donc comment on garantit, comment on propose aux cyclistes la même qualité d'accueil ? Ici, c'est un lieu donc, qui propose à la fois, ça je l'ai vu dans les bonnes pratiques là-bas, du diagnostic vélo, de la réparation express quand on arrive, une boisson offerte, des casiers, un tirage au sort pour gagner des places. Le Glastonbury Festival, gros festival, vraiment gros festival au Royaume-Uni, qui propose un parking vélo qui est gratuit et sécurisé et avec une qualité d'accueil meilleure que celle du parking voiture, notamment un espace de douche. Donc quand on arrive dégoulinant, eh ben, on est bien accueilli. Et il y a plus, par exemple, de food trucks et autres sur le parking vélo que sur le parking voiture. Je vous montrerai tout à l'heure comment ils communiquent sur le parking voiture. Juste un exemple que je trouve rigolo, et j'ai encore jamais vu aucun festival l'utiliser. C'est une entreprise qui s'appelle Fredo, qui propose de mettre à disposition des flottes temporaires, c'est-à-dire de mettre des espèces de Vélib sur votre festival, si vous êtes sur un festival avec un site avec des distances importantes. Hein, ça peut arriver quand vous avez plusieurs scènes distantes. J'ai vu que vous aviez des équipes qui avaient des vélos électriques de fonction, qui est déjà une super pratique. Vous pouvez même envisager de faire la même chose pour les festivaliers. Et ça peut être l'occasion pour eux de mettre le pied à la pédale. L'aéroport d'Amsterdam, par exemple, à un moment proposait des vélos pour se déplacer dans l'aéroport, tellement l'aéroport est grand d'un hall à l'autre. Plutôt pour les équipes. Disney aussi ? Ouais.
Comme maintenant le Hellfest a un parking plus grand que celui de Disney, peut-être qu'il y aura des vélos sur le parking du Hellfest. Toujours dans l'idée d'encourager à tester des nouvelles choses, à porter un autre regard, un regard fun, à essayer des trucs, à aussi déringardiser ou changer l'image ouais, le vélo c'est pour les pauvres faute de mieux. Bah non, ici par exemple l'accueil VIP il peut être fait avec un taxi vélo. C'est ce que faisaient les BIS, les Biennales internationales du spectacle l'an dernier, avec des petits vélos taxis gratuits qui faisaient la circulation depuis la gare. Et l'Opéra de Lille le teste en ce moment avec un partenariat avec des sociétés de taxis qui garantissent qu'il y a toujours des vélos taxis à la sortie de l'opéra pour les représentations en matinée, enfin en fin d'après-midi. Un exemple que j'aime beaucoup, même si François vient de nous parler de quelque chose qui ressemblait beaucoup, puis j'ai vu un exemple aussi là-bas, en Bretagne aussi d'ailleurs, mais le No Logo Festival qui a vraiment organisé des trajets, y compris très longs, en vélo, en transport en collectif. Donc avec l'idée qu'on part en caravane, ça sécurise aussi le fait d'être nombreux sur la route, ça rassure par rapport aux voitures qui vont nous frôler, etc. Et puis il y a aussi, alors là moi j'adore l'idée, ils ont quand même un véhicule thermique qui ramasse tous les bagages de tout le monde et qui les livre au festival. Ça, je trouve que c'est quand même une idée dans le côté vraiment VIP, on vous chouchoute, voire même pour celui où c'est une longue journée, il y a un ravitaillement le midi qui est prévu, qui est fourni. Il y a vraiment le côté on part en colo en fait. On part ensemble, ça va être fun, ça va être marrant. Et un t-shirt de finisher, alors ça fait un produit en coton, machin, bon, c'est contestable, mais il y a quand même le côté on montre et on rend visible et on rend fier aussi, qui peut être intéressant dans le côté valorisation, notamment de normes sociales. Ça, c'est pareil, François, tu viens de parler de quelque chose de similaire avec Art Rock, mais le Festival international des arts de Bordeaux qui fait une parade, une découverte à vélo, donc c'est quelque chose qu'on ne peut voir que si on fait partie du groupe à vélo, et qui a le gros avantage aussi de rendre le vélo visible dans la ville, et de se réapproprier l'espace de la ville par le vélo. Donc il y a aussi la manière dont la culture contribue aux projets politiques de valorisation d'autres modes alternatifs de transport. Tout à l'heure dans les enquêtes, ce qui était très frappant, c'était que la première réponse sur ce qui vous aiderait à changer de comportement, c'était rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de changer de comportement. C'est ça le vrai problème. Et donc, on a un enjeu à convaincre nos festivaliers que si changer de comportement de mobilité, c'est un sujet. Ça peut paraître hyper bizarre de faire de la sensibilisation aux questions de mobilité sur un festival, mais rappelez-vous, il y a quelques années, on ne faisait pas de sensibilisation contre le sida, contre le fait de boire avant de conduire, contre le son et le fait de se protéger les oreilles, etc. Donc en fait, peut-être que ça peut rentrer aussi dans les outils qu'on peut commencer à mettre en place. Et donc tout à l'heure, je crois que c'est Benoît qui mentionnait la fresque de la mobilité culturelle. Je vous mentionne juste le fait qu'il y a des animateurs, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est une petite équipe encore. Mais effectivement, si c'est un outil qui vous intéresse, il y a des animateurs un peu partout en France. Et il y en a au moins un à Rennes et vous voyez 2-3 en Finistère. Un autre petit hack ou petit biais que j'aime beaucoup, c'est, comment il s'appelle, le festival qui est en haut de la butte à Lyon. Évidemment, le nom m'échappe. Les Fourvières, merci. Fourvières, ils jouent sur un petit truc du cerveau qui est de dire, en fait, dans votre place, vous payez un ticket pour le funiculaire. Que vous l'utilisiez ou non, vous l'avez payé. En vrai, c'est pas vrai, ils les ont gratos par la municipalité. Mais la manière de présenter le truc, c'est de dire, ah, mais vous savez, vous avez payé pour le transport en commun. Et donc, ça fait toujours un peu mal de se dire, ah, mais j'ai payé pour un truc, je vais quand même pas l'abandonner. Donc, je vais l'utiliser. C'est malin. Ici, alors le Sarcus, qui n'existe plus, je crois, avait aussi un truc intéressant qui était de faire un tarif réduit en faisant des packs, des lots de 4 places, en disant c'est des lots spécial covoiturage. Vous allez venir à 4 dans la voiture. Tout à l'heure se posait la question du contrôle. Il n'y avait pas de contrôle, il y avait une confiance et le fait qu'en fait c'était une incitation. Ça serait plus coûteux de mettre en place du contrôle que de se dire on accepte le risque de la fraude. C'est ce qui se passe à Rennes dans les parkings. Les parkings relais, vous avez les meilleures places. Alors évidemment les plus proches c'est handicapé, mais ensuite vous avez les meilleures places qui sont réservées covoiturage, avec un gros panneau marqué réservé covoiturage. Il n'y a pas de contrôle pour l'instant. À terme il y en aura peut-être, mais c'est visible. Ça met en tête le fait que ah ouais, quand je covoiture j'ai un avantage, etc. Un autre exemple qui a un vrai impact sur la mobilité, c'est la question des jauges, évidemment. Et donc ici l'exemple de Panorama, le changement de jauge permet déjà d'avoir besoin d'aller chercher moins loin ces festivaliers. Et par ailleurs, ça leur a permis également de changer de site et de se rapprocher d'un site beaucoup mieux desservi par les transports en commun. Donc de sortir aussi d'une dépendance au lointain et à la voiture. Ça pose énormément de problèmes. S'il y avait des solutions simples, faciles et gratuites, en fait, vous les avez déjà toutes mises en place. Donc là, maintenant, on parle de tout le reste. Je suis bien d'accord.
Ça va jusque-là? Il me reste combien de temps? Ah, je vais ralentir. Donc, je vous partage maintenant les endroits où moi, je trouve que j'aurais besoin de contributions pour creuser un peu des sujets. D'abord, pareil, c'est des choses que j'ai entendues tout à l'heure qui m'ont fait réagir là-dessus, mais je pense qu'on a un besoin de se rappeler que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter d'une manière uniforme. C'est-à-dire que vous avez besoin pour chaque festival, évidemment, de connaître votre public, vous le savez, vous faites des enquêtes de mobilité, mais même quand ça s'est fait, déjà, se demander quel mode de transport j'ai envie de favoriser, et en fait, pour quel public. Benoît l'évoquait pour le train, entre ceux qui habitent à moins de 2, moins de 5, moins de 10 km, etc., on n'aura pas les mêmes stratégies. Je vous montre juste un exemple qui vient d'une enquête que j'ai fait pour un lieu culturel à Toulon. Donc, on a fait une enquête de mobilité classique, comme ce qu'on vous a montré. Et ensuite, on est allé regarder un peu finement d'où venaient les personnes. Et on s'est rendu compte, donc on a fait un travail sur le nombre de spectateurs et le kilomètre que ça représentait. Parce que par exemple, donc ceux qui viennent de Marseille, ils venaient de 67 km. Ils ne sont pas nombreux, ils sont que 500. Par contre, ils représentent autant de kilomètres que presque 2000 personnes qui viennent de plus près. Et donc en fait, si ces 500-là, on arrive à les convaincre de venir autrement qu'en voiture, on a autant d'impact que si on en convainc 1800 ici. Vous voyez? Donc là, c'était intéressant. Mais par contre, on ne peut pas du tout avoir les mêmes leviers d'action entre ceux qui viennent d'une ville à 20 km où il n'y a pas de train et ceux qui viennent de Marseille où il y a un train direct. Donc vous voyez que là, avoir une approche un peu fine, de se demander, d'abord, vraiment, de réfléchir en kilomètres plus qu'en spectateurs. Alors les deux sont importants, mais la part des kilomètres, les impacts environnementaux, ils sont liés aux kilomètres, ils ne sont pas liés aux spectateurs. Donc c'est quand même important d'avoir aussi une vision. Hein, vous voyez, ici j'ai 1000 spectateurs qui représentent 3% des distances. Bah, c'est pas forcément là que j'ai intérêt à porter mes efforts en premier. Et ceci dit, on s'est rendu compte que ces 8 villes-là, c'était la moitié des kilomètres. Et donc on s'est dit, ok, plutôt que faire 50 navettes vers 50 destinations, on va être vraiment focus et mettre l'accent peut-être cette année sur une destination, mais sur celle-là, on met le paquet. Et quand ce sera fait, les années d'après, on verra. Donc aussi une dimension de programmation et de planification. Un autre sujet qui n'est pas facile, mais je pense qu'il est un peu crucial, c'est que là, les besoins et les situations à l'aller et au retour ne sont pas les mêmes. Il y a plein de moments où on a des solutions pour l'aller, on n'a pas de solution pour le retour. On a du train à l'aller, on n'a pas de train au retour. Où les contraintes changent. À l'aller en covoiturage, je suis à peu près safe. Au retour en covoiturage, est-ce que mon covoitureur va me planter et je vais être abandonné au milieu des champs? Est-ce qu'il aura bu? Voilà. Et en fait, ça change beaucoup. Mais si je traite l'aller et le retour comme un seul bloc, ben en fait, je me prive peut-être de certaines solutions. Peut-être qu'on a besoin, si on a des trains à l'aller, peut-être qu'on a besoin de navettes que pour les retours, et pas pour faire les allers-retours. Voilà. J'ai pas de solution, hein, je vous partage mes questionnements. Un mot sur le vélo, mais je l'ai évoqué, c'est que peut-être ça peut être intéressant de le traiter aussi comme un transport collectif. C'est les exemples qu'on vient de voir. Il y a évidemment toute la dimension d'équipement, d'infrastructure, de pistes cyclables, mais c'est pas seulement convaincre des individus de venir chacun de leur côté, c'est aussi se dire est-ce qu'on peut organiser, enfin voilà, moi j'adore les exemples que François tu viens de citer, hein, faire des vélobus, des convois, ça rassure, ça aide beaucoup des personnes, enfin moi je redis pas, t'as tout bien dit, tout pareil que François. Un petit mot sur le covoiturage, en complément de, il est parti, on lit les mêmes études, donc, je reviens sur ce chiffre-là, qui pour moi est très très marquant. Donc, le Forum Vie Mobile estime que sur l'ensemble des trajets covoiturés, il y en a 3% qui passent sur les plateformes. Or, vous serez sans doute d'accord avec moi, l'essentiel de l'énergie et des moyens qu'on déploie, c'est autour de quelle plateforme on va mettre en place, comment on va faire connaître la plateforme, et ensuite on va mesurer les gens qui utilisent la plateforme. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse qu'aux 3% et qu'on laisse de côté 97% des gens qui covoiturent d'autres manières, qui sont probablement les endroits où on a les leviers les plus efficaces. C'est entre personnes qui se connaissent, qui ont l'habitude de voyager ensemble, etc. Et donc, il y avait la phrase juste après dans l'étude dit « Utiliser cette donnée de l'utilisation des plateformes numériques pour évaluer les politiques de covoiturage revient à utiliser un thermomètre cassé. » Voilà. Donc, moi, je vous demande, et alors, pour compléter ça, ce qui m'a fait tilter toujours pour le théâtre à Toulon, là, on s'est dit, mais imaginez, au théâtre, si en début de séance, on faisait une annonce au micro en disant on a Ghislaine qui habite à Hyères et qui ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas de voiture. On est sûr à 100% qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui dirait non mais moi je la ramène, Gisèle. Par contre, si on met Gisèle sur une plateforme, on est sûr à 100% qu'il n'y aura personne.
et que Gisèle, elle n'aura pas envie d'aller sur la plateforme. Donc en fait, moi je crois vraiment qu'on a un enjeu, c'est de dématérialiser le covoiturage. Il faut rematérialiser le covoiturage, il faut remettre de l'humain, et pour ça, il faut le rendre visible, physiquement, pas sur des plateformes. Donc voilà, moi une utopie, c'est est-ce que sur un festival, le parking, on peut l'organiser en disant, là c'est les gens qui viennent de Brest, là c'est les gens qui viennent de machin, parce que comme ça, vous allez vous croiser les gars. Et l'année prochaine, peut-être, vous viendrez ensemble, ou demain. Donc il y a aussi comment je travaille pour les gens qui vont venir cette année, mais comment cette année, je travaille pour les gens qui vont venir l'année prochaine. On revient à l'idée d'une planification. Les deux sont nécessaires. Il y a urgence, il faut que cette année, on ait plus de gens qui viennent en covoiturage. Mais comment cette année, les gens qui sont venus tout seuls en voiture, je peux les faire se rencontrer, se parler, identifier qu'eux, et qu'ils reviennent ensemble l'année prochaine. Et à nouveau, j'ai beaucoup de questions et j'ai pas beaucoup de réponses. Je l'ai évoqué, on a besoin de donner, pour changer, on a besoin de deux choses, d'après Charlotte Roturo dans le texte. Je vous engage à rechercher si besoin. On a besoin d'avoir envie et on a besoin d'avoir confiance. Donc voilà, je vous le disais, il y a plein de gens qui disent « moi, j'ai pas envie de changer de mode de transport ». Donc il va falloir les convaincre pourquoi c'est intéressant, et donc à la fois avec de la sensibilisation et puis avec des avantages matériels ou immatériels. Un exemple découvert récemment avec une boîte qui s'appelle On Tour qui met en place des navettes pour les festivals et qui nous disait on cherche des avantages pour inciter les gens à prendre les navettes. Ils ont trouvé un truc que je trouve très malin. Ils font rentrer les gens sur le site du festival avant les gens qui sont venus en voiture. En fait, les gens adorent rentrer avant, pouvoir se mettre, vous savez, devant la scène, etc. Et ça, en plus, les mecs qui sont en voiture, ils attendent et ils voient passer devant tous les gens qui sont venus en navette ou en covoiturage qui rentrent devant. Ça, sur l'impact de l'année d'après, ça peut être intéressant. Et donc, je vous disais comment je peux travailler cette année pour ceux que je n'ai pas réussi à avoir cette année, quand même essayer de les attraper, de leur montrer tout ce qu'ils ratent, tout ce qu'ils perdent, tout ce qu'ils pourraient avoir, tout ce en quoi on a facilité, organisé, etc., les modes alternatifs. Donner confiance, par exemple sur le covoiturage, un truc qui marche vraiment très fort, mais qui est peu mis en place, alors que ce n'est pas hyper compliqué, c'est le retour garanti. Comment vous garantissez à quelqu'un qui est venu en covoiturage que s'il a une merde, il sera ramené chez lui ? Je donne un exemple tout bête. Rennes Métropole a mis en place le forfait développement durable qui incite les salariés à venir au travail en covoiturage, en transport en commun, etc. Et ils ont mis une clause de retour garantie dans ce dispositif en disant si ce matin vous êtes venu en covoiturage et que votre gamin a un problème à l'école, on vous garantit, s'il faut, on vous paye le taxi, mais on vous garantit que vous rentrez chez vous tout de suite. En réalité, ça n'arrive quasiment jamais. Mais le bénéfice de garantir ce retour en termes de changement de comportement, il est très important. Donc ça veut dire, est-ce que vous êtes capable d'avoir, de même que vous avez des riders, des gens qui accompagnent des artistes ou autres, est-ce qu'on a des bénévoles qui à un moment sont capables de dire, ouais, moi j'ai une voiture, je la ramènerai peut-être pas tout de suite, mais cette personne, je la ramènerai. Ou alors est-ce que vous avez des gens qui sont capables de dire, ok, on a d'autres gens, d'autres spectateurs, d'autres covoitureurs, on garantit qu'on s'occupe que cette personne rentre chez elle de manière safe. Je vous garantis que ça, c'est un levier hyper puissant sur je donne confiance, ça va bien se passer. De même, quand on fait des convois de spectateurs en vélo, c'est aussi, je garantis que dans le convoi, il y a des gens avec des rustines, avec une pompe à vélo, avec la capacité de remettre une chaîne sur le dérailleur, etc. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le vélo, c'est très important. On garantit que le trajet il est sécurisé, on sait quelle distance, quelle longueur, quel temps ça va prendre, etc. 2 minutes, j'y suis. Je finis avec la voiture. Pour vous dire que je pense qu'il y a un autre axe qui est relativement peu utilisé et qui pourrait l'être, qui est, certes, on doit rendre plus attractif les mobilités autres que la voiture autosoliste, mais on peut aussi essayer de disqualifier la voiture. Parce qu'on l'a entendu, la voiture est identifiée comme plus pratique, plus rapide, peut-être moins chère, etc. C'est des choses qui peuvent se travailler. Alors cette image, je l'aime bien, Franquin a milité contre le fait de mettre en place du stationnement payant, mais en fait quand on regarde un peu l'histoire du stationnement payant, on s'aperçoit que quand le stationnement en ville a été mis en place, les commerçants étaient contre le fait que les voitures stationnent en ville, parce qu'ils avaient peur que ça cache les devantures des commerces, et donc ils ne voulaient pas de voitures qui stationnent en ville. Ensuite, quand les voitures se sont installées et qu'on a mis en place le stationnement payant, ils ne voulaient pas que ce soit payant. Et ensuite, ils ne voulaient pas que ça soit gratuit, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout changement est anxiogène, mais il est possible. Aujourd'hui, il y a une norme qui est que le parking voiture doit être gratuit sur un festival. En France, en tout cas, c'est la très très grande majorité. Glastonbury, j'y reviens, le parking coûte 60 livres. 60 livres. Et ils assument en disant, vous savez quoi ? Les voitures financent les navettes gratuites. Vous voulez venir en voiture ? Vous voulez venir tout seul dans votre voiture ? C'est 60 livres et ça finance les navettes gratuites pour les autres. Faites-vous plaisir. Quand on clique sur venir en voiture, la première ligne, c'est
Si vraiment vous venez en voiture, aidez-nous à réduire les émissions, partagez les voitures et venez en covoiturage. Il y en a partout. Hein. Partout, ça vous dit non, mais ne venez pas en voiture. Et alors, on les écoute, c'est l'apocalypse. Là, ils disent quand vous allez repartir le lundi matin, il peut y avoir jusqu'à 9 heures de queue pour sortir du parking. C'est l'enfer. De toute manière, venez avec de l'eau et de la nourriture parce que vous allez attendre. Non, mais en mode, c'est l'apocalypse de venir en voiture. Ne faites pas ça. Et en fait, j'aime bien l'idée. Alors, on peut être moins extrême. Le TNB dit tout simplement, le stationnement est difficile aux abords du théâtre. Ça paraît tout con, hein, mais le même théâtre à Bordeaux, sur son programme, ils ont marqué, si vous vous garez en ville, on a un forfait pour un parking pas cher en partenariat avec le parking Vinci. Bah, ça n'envoie pas le même message. Hein, et c'est pas la... Voilà. Et en fait, ça a un vrai effet. Moi, j'habite à l'extérieur de Rennes. Je suis venue au TNB au début en voiture. Et puis, j'ai lu ça sur le programme. Je me suis dit, bah, c'est vrai, la dernière fois, j'ai galéré. Et maintenant, je m'organise autrement. Il y a une super... Je l'ai extrait parce que c'est pas festival, mais il y a une super offre sortie en bus qui est hyper intéressante. Et puis, pour finir, juste cet exemple-là que je trouve qui n'est pas applicable aujourd'hui pour vous, je crois, mais que je trouve hyper intéressant. La ville de Lyon a décidé de faire évoluer son tarif résident et on paye plus cher si on a une voiture plus grosse et plus lourde. Donc, on vient aussi à l'idée qu'il faut sortir du plus ma voiture est grosse, plus c'est cool. Non, plus ta voiture est grosse, bah, plus tu payes. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée. Voilà, je vous laisse avec ces idées-là. Est-ce qu'on peut rematérialiser le covoiturage? Comment on donne envie et on donne confiance? Est-ce que le vélo est un mode de transport en commun? Et comment on rend la voiture moins attractive? Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup Fanny pour ton efficacité et pour toutes ces informations extrêmement intéressantes et précieuses. On va prendre 2-3 questions, toujours pour essayer de ne pas trop prendre de retard en plus, s'il y en a. Allez Stéphane. Alors moi je suis le casse-couille qui fait des témoignages à la place des questions. Non mais en fait, moi ce qui m'intéresse dans votre sujet, c'est qu'un festival, par définition, c'est un truc qui est sympa et qui est ouvert et où on propose aux gens ils pourront pas tout voir. C'est ça, hein, c'est pas un concert. Je fais pas un concert où il y a un début et la fin, c'est pas le cinéma. Le cinéma, je pars pas au milieu. Pour moi, un festival, mais corrigez-moi si je me trompe, je peux arriver en retard, je peux partir en avance, c'est pas grave. Je me trompe ou pas? Vous favorisez ça. Non, mais vous allez plutôt favoriser ça. Il y a des billets qui sont faits pour picorer, aller à droite, à gauche. Moi, je vais aller aux trans, je vais même pas regarder le programme. Tu vois, je vais. Et donc, par rapport à ta garantie de retour, c'est à ça que je pensais. En fait, elle est de base. C'est-à-dire, cette caractéristique de votre produit, pour parler en marketing, elle va à l'encontre du transport partagé. Elle va poser problème. Donc, tu posais les défis. Moi, je vous rajouterai un défi. C'est-à-dire en quoi vos offres, la manière dont vous avez packagé vos offres et ce qui fait que vos offres, elles sont cool, ça va à l'encontre. En fait, ça favorise finalement le mode de transport individuel parce que je pars quand je veux. Finalement, c'est pas bien, je suis fatigué, j'étais pas très en forme ce soir-là. Et donc, voilà, c'est juste pour vous rajouter un petit obstacle, hein, puisqu'on est dans le marathon, un petit obstacle, c'est-à-dire penser aussi à vos offres, c'est-à-dire en quoi vos offres, elles facilitent ou pas la possibilité de se grouper, de partir avec les mêmes, parce que moi j'aime bien ce concert, moi j'aime pas celui-là, je suis fatigué, etc. Pardon, hein, je rajoute un obstacle. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'on communique sur l'heure de début des concerts, mais peut-être qu'il peut y avoir des communications sur les moments où partir, quoi. Enfin, et il y a des départs à cette heure-là. Pourquoi pas? Ouais. Allez, une dernière question ou remarque pour toi, Benoît. Ou... Juste, c'était pour dire que effectivement, ces questions que tu évoques, Jean à Cabaret Vert ou Canter à Jazz en Vienne, mais c'est la même chose. En fait, on essaie de prévoir un train retour parce que la plupart des gens ils partent là. Mais effectivement, de travailler son offre, il y a plein de gens qui peuvent effectivement, je suis fatigué, je vais rentrer plus tôt. Et donc du coup, la voiture est voilà. Donc c'est ça qu'il faut, c'est important de réfléchir offre séquencée, même pas que pour le gros flux. Et ce qui est important, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, faire une offre tout le temps, ça coûte pas forcément plus cher, en tout cas dans le ferroviaire, parce que dans le ferroviaire, vous avez sorti la rame, il y a le conducteur qui attend de pouvoir rentrer. Et donc en fait, s'il circule toute la journée, s'il fait des allers-retours pendant ce temps-là, en fait, ça coûte pas beaucoup plus cher. Mais ça peut être hyper important pour le passage à l'acte, effectivement, de ceux qui se disent, mais si je veux rentrer plus tôt, je fais quand? Et bien voilà. Merci, on va enchaîner. Et juste avant d'enchaîner, je laisse le...